De 1965 à 1975, j'ai été chercheur, assistant-chercheur d'abord et chercheur attitré au Centre de recherche en sociologie religieuse, occupé à des recherches de terrain. Par terrain, j'entends bien sûr d'abord ces enquêtes régionales que j'ai évoquées, mais aussi d'autres types de terrains, comme par exemple l'enseignement religieux, la catéchèse à l'élémentaire, qui a donné un rapport assez important au début des années 70, la catéchèse au secondaire, et d'autres questions généralement liées aux pratiques religieuses, aux pratiques rituelles, pratiques de la pénitence, par exemple, des pratiques sacramentelles comme le mariage, les funérailles. Bon. Les recherches sur la pénitence, c'est des recherches qui ont été faites en collaboration ou, disons, à la demande de l'Assemblée des évêques du Québec, donc au sein d'une équipe, dans les années 70. De même, recherche sur la catéchèse, l'enseignement catéchétique au Canada, à la demande de l'Assemblée des évêques du Canada, qui s'est terminée en 1975. Au moment où je suis reparti en Europe en 1975, on terminait cette recherche. J'ai passé 5 jours dans un chalet avec un collègue à rédiger un rapport de 125 pages sur la question, à 25 pages par jour. Alors, mais donc des recherches très intéressantes au cœur des questions problématiques. Alors je pourrais bien sûr en parler longuement. Sur la catéchèse, notamment la catéchèse à l'élémentaire, qui m'ont mis en présence de trajectoires inédites de promotion sociale qui passaient toujours par l'instrument, si vous me pardonnez l'expression, structure ecclésiastique, mais en engageant des professeurs de catéchèse, souvent en ville, qui venaient de régions périphériques et qui, après quelques années catéchètes, se mettaient à enseigner d'autres choses ou devenaient des directeurs d'école et donc connaissaient une trajectoire de promotion intéressante qu'ils n'auraient pas eu autrement. Ça a l'air anecdotique de dire ça comme ça, mais ça révèle des choses quand même sur une fonction de l'Église dans la société traditionnelle québécoise qu'on n'a pas évoquée encore, mais sur laquelle il faudrait revenir. Une fonction de l'Église qui dans la société traditionnelle, permettait des trajectoires inédites de promotion sociale, notamment chez les femmes. La plupart des femmes au 19e siècle ou dans la première moitié du 20e siècle qui ont eu accès à une éducation supérieure et souvent à des tâches d'administration, je pense à ces directrices d'hôpitaux ou ces éducatrices, j'en ai dans ma propre famille de ces femmes qui ont construit des écoles, des choses comme ça, qui parlaient d'égal à égal, comme on disait dans la famille avec le ministre. Ben, c'est pas rien. Elles n'auraient pas connu ça si elles étaient restées dans leur milieu. Mais l'intégration dans une communauté religieuse leur permettait une trajectoire de promotion sociale qui n'était pas visée comme telle. Je ne veux pas faire de procès d'intention, mais c'est une espèce de bénéfice secondaire, d'effet secondaire, ne portons pas de jugement de valeur, d'effet secondaire qui est quand même intéressant. Et j'ai des collègues historiennes féministes qui ont découvert cet aspect des femmes avec un certain ébahissement plus tard. Cette fonction, notamment des communautés religieuses, de donner accès à quelque chose. Le très beau film de Léopold, qui est paru cet hiver sur Augustine, j'ai oublié le titre, mais ce magnifique film rend compte de cette réalité. Mais dans une société déjà passée à un autre niveau, qui n'est plus la société des années 40, 50, complètement structurée par l'Église. Mais alors, vous voyez, il y a trajectoire de promotion sociale, donc, à travers la catéchèse, mais une catéchèse qui déjà fait problème. En 1960, très exactement, ou 64, je m'excuse, en 1964, ont été lancés les premiers manuels de ce qu'on appelait la nouvelle catéchèse,
qui révolutionnait l'enseignement de la religion, hein, du catéchisme, qui plutôt que d'être un enseignement par question-réponse, par apprentissage par cœur, devenait un enseignement qu'on voulait fonder sur l'expérience du milieu, l'expérience de l'enfant, l'expérience des enseignants, l'expérience de la famille, avec cette utopie de partir de l'expérience et de construire quelque chose qui représenterait véritablement un accès à la vérité du christianisme ou aux valeurs fondamentales du christianisme. Ouais, j'oserais dire de façon peut-être à la fois plus neutre et plus juste, à ce que le christianisme est capable d'apporter de spécifique aux cultures humaines. C'est pour ça que je parle d'une utopie. Utopie qui a fait vivre le christianisme depuis 2000 ans en passant, hein, et qui sans doute le faire encore vivre longuement, de toutes sortes de façons. On en voit toutes sortes de manifestations, pour peu qu'on est un petit peu attentif à autre chose qu'aux écroulements de structures institutionnelles. Les petites fleurs qui poussent sur les décombres sont souvent plus significatives que les débris. Bon, voilà. Cet enseignement catéchétique que j'ai eu le privilège d'observer de près avec des enquêtes, avec des questionnaires, des entrevues d'enseignants, de responsables de toutes sortes, m'a mis en présence d'une forme d'ébullition encore, assez peu connue par ailleurs. Bon, le rapport à l'expérience, c'est pas innocent. Quand je prends souvent cet exemple encore, quand le tout premier manuel qui est sorti en 1964 s'appelait Viens vers le Père, pose la question qui est Dieu? Il ne répond pas Dieu est un être extrêmement un pur esprit, extrêmement parfait, extrêmement aimable, bon, qui vit ailleurs, là, comme étant l'ancien catéchisme. Il dit Dieu est un Père qui vous aime. Pensez à votre expérience du Père, essayez d'imaginer qu'est-ce que peut être Dieu. Alors là, on entre dans un nœud de vipère, un panier de je ne sais pas quoi. Hein? Parce que l'expérience du Père, je regrette, mais elle n'est pas toujours positive. Et dans certains milieux, elle est plus souvent négative que positive. Hein? Et j'ai connu des enseignants désemparés qui, appliquant consciencieusement cette problématique pédagogique, ou cette technique pédagogique, j'oserais dire, se trouvaient devant des situations qu'ils ne pouvaient plus gérer. Hein? Quand l'enfant apportait comme matériel des choses qu'ils n'avaient pas, qu'ils disaient, on n'a pas la compétence pour gérer ça. Des problèmes de violence familiale, des problèmes d'abus, des problèmes de toutes sortes. Parce que l'expérience du Père, ça peut aussi être ça. L'expérience réelle. Ah oui, il y a un pari fantastique là-dedans, que seuls d'ailleurs des hommes de foi pouvaient faire à l'époque. C'est vraiment une utopie à la Saint-Paul. Là, plus c'est fou, plus c'est vrai. Hein? Je m'excuse. Mais, oui, parce que rationnellement, ça ne tient pas la route longtemps. Alors, c'était ça le problème, là. Alors, évidemment, en suscitant toutes sortes de problèmes chez les enseignants, chez les parents, chez toutes sortes de monde. Bon, chez les curés eux-mêmes, qui très vite se sont dit, ben écoutez, la catéchèse qu'on enseigne aux enfants, c'est pas ce qu'on a appris. Ne savaient plus quel parti prendre devant ça. Comment se situer, parce que ça leur aurait pris eux aussi toute une initiation. D'ailleurs, ils sont venus très nombreux se recycler à l'Institut de catéchèse à l'époque, ce qui m'a permis un certain nombre d'expériences d'enseignement à cette clientèle. Les cours d'été, notamment, les premiers cours que j'ai donnés, les cours universitaires que j'ai donnés, le premier cycle, c'était à l'Université de Montréal, à l'Institut de pastoral, où on m'avait demandé un cours d'initiation à la psychosociologie de la religion, et j'avais repris le titre du livre de Hervé Carrier, qui s'appelle, je pense, Psychosociologie de l'appartenance religieuse. Et j'avais 245 étudiants en cours d'été. C'était noir de monde parce qu'ils étaient tous vêtus de noir, sauf peut-être une petite quarantaine de femmes et de laïcs. Il y avait peut-être 10 hommes laïcs, pas davantage, qui étaient des enseignantes non religieuses et non religieuses. Alors, c'était intéressant comme expérience d'enseignement.
D'abord, c'est l'expérience du grand groupe où je me suis rendu compte très vite qu'il fallait d'abord faire un bon spectacle. Si on voulait être écouté, que pour faire un bon spectacle, il y avait toujours de petites techniques. Par exemple, porter une cravate rouge plutôt qu'une cravate foncée. Parce que ça attire l'attention davantage. C'est complètement fou, mais c'est ça, finalement. Et beaucoup plus tard, quand j'ai eu l'occasion d'enseigner à des groupes monstrueux, notamment à 700 étudiants en médecine à Lyon, j'ai appris très vite, et d'ailleurs, ce que la coordinatrice du cours m'a dit tout de suite, il ne faut pas leur laisser 5 secondes de liberté. Il faut que vous les occupiez, vous occupiez leurs yeux, vous occupiez leurs mains constamment, sinon c'est le chahut qui va prendre. Hein? Et le chahut, c'était des chuchotements qui partaient des premières rangées puis qui s'en allaient un peu en couleuvre, là, jusque vers les derniers bancs. Puis dans les derniers bancs, c'était... Hein, les étudiants, les carabins sont renommés pour le chahutage. Et à Lyon, ils ne donnent pas leur place. J'ai vu des professeurs sortir en pleurant de certains cours. Et c'est pas n'importe quel professeur, des professeurs qui étaient des psychiatres eux-mêmes. Alors, c'est eux qui s'étaient fait prendre sérieusement dans leur propre image. Mais bon, voilà, c'est gérable. Il y a des techniques pour gérer ça. Je n'ai pas le culte des techniques, mais c'est utile parfois. Et je pense que dans ces situations-là, on ne peut pas les éviter. Alors, donc, 240 étudiants, ma première expérience d'enseignement à Montréal, en cours d'été, donc 3 heures par jour, pendant 3 semaines. C'était intéressant. Je suis sorti de là assez épuisé, mais quand même assez heureux, parce que, d'abord, de magnifiques rencontres, des amitiés qui se sont nouées, des gens qui t'invitent à manger après le cours, à midi, des choses comme ça. Donc, un rapport, c'est quand même des adultes. Et des gens qui étaient eux-mêmes en transition, parce que tous ces religieux, encore une fois, étaient en recyclage, je m'excuse du terme, un peu galvaudé. On disait parfois, nous, en récrissage, mais ils étaient en recyclage, c'est-à-dire qu'ils venaient chercher des compétences qu'ils n'avaient pas eues dans leur formation première, notamment des compétences pouvant venir des sciences sociales, d'un autre regard sur la société et sur leur propre métier. Je me suis rendu compte assez vite, en cumulant ces expériences à Québec et à Montréal, parce que j'ai été invité par la suite à l'Université de Montréal chaque année pour un certain nombre de cours, là, comme professeur, comme ça, là, je ne sais pas comment ils appelaient ça, là, enfin comme chargé de cours, mais invité des choses qui m'ont mené jusqu'à des cours de maîtrise avec des théologiens sur Église et théologie politique, par exemple, dont le titre figure quelque part dans les papiers que vous m'avez remis. On en reparlera. Mais vous voyez, il y a dans ce rapport à l'étudiant, qui est fondamental, je pense, un rapport de confiance qui doit s'établir. La première exigence du professeur ou de l'éducateur en général, c'est d'être crédible. Ce qui n'est pas une petite affaire. Hein? Être crédible, ça veut dire non pas répéter un manuel, non pas répéter un savoir, même pas transmettre un savoir. Ça veut dire être capable de figurer la pertinence de ce qui est apporté. J'emploie le mot figurer. Ce qui est être une figure soi-même et être capable de le montrer, d'en faire la représentation de cette pertinence, de l'exploiter. Ça ne se construit pas en criant lapin, c'est à force d'expérience, mais c'est aussi à force de solidarité. Ça implique, je pense, de développer une solidarité avec l'étudiant, comme l'enquête sociologique ou anthropologique implique de développer une solidarité avec l'enquêté. Les mots sont toujours piégés dans ces choses-là. Parce que c'est lui qui détient le savoir, c'est lui qui détient oui, je viens de savoir, c'est lui qui détient un rapport au monde qui mérite d'être élucidé, et c'est surtout lui qui a ce besoin ou ce désir, c'est une question de désir à ce niveau-là, c'est surtout lui qui a ce désir de s'approprier mieux sa propre histoire. Et à travers les petits travaux de sociologue que j'ai pu faire sur le terrain,
j'ai petit à petit découvert l'importance de cette solidarité avec le terrain. Il ne s'agit pas seulement de parler de, il s'agit de parler avec. Ce qui est un gros dilemme pour les anthropologues. Il circulait à l'époque un certain nombre de textes d'anthropologues où on dénonçait précisément cette tendance de l'anthropologue qui va justement faire des enquêtes chez les Inuits en venant avec un savoir sur les Inuits que jamais un Inuit ne lira. Hein? Bon, c'est un peu caricatural, mais il y a 30 ans, il y a 40 ans. Aujourd'hui, j'imagine que c'est des problèmes qui sont réglés depuis longtemps. Soyons généreux. Mais c'est un problème universel. Hein? C'est le problème du rapport entre le travail intellectuel, la vie intellectuelle, qui est une construction de représentation, qui est une construction d'image, hein? Je dis bien de représentation, de fiction, qui doit servir à quelque chose, quelque part. Hein? Alors, si ça ne sert qu'à la carrière du type qui l'a fait, à la limite, moi, ça m'intéresse peu. C'est parce que des façons de faire carrière, il y en a de multiples, il y en a de pas mal plus efficaces. Mais les pots de vin en étant, par exemple. Mais si ça sert à celui qui est en demande ou qui porte ce désir de s'approprier son histoire, alors vous allez voir venir la question de la psychanalyse très vite, là, hein? Ce désir de s'approprier sa propre histoire, que l'analysant va dérouler sur le divan de l'analyste, hein? Mais que l'interviewé dans une enquête sociologique ou une enquête anthropologique va dérouler devant un autre, un étranger, comme dirait Prévert, un étranger qui vient voir, qui est une espèce de voyeur, hein, qui va essayer d'entendre quelque chose de ce qu'il dit, dans les meilleurs cas. Dans les cas moins bas, ben, qui va colliger des notes pour mettre du beurre sur son propre pain. C'est pas ignoble en soi, mais vous voyez, c'est une perversion de la pratique. Il y a bien des perversions qui ne sont pas nécessairement ignobles, mais qui ne sont pas nécessairement nobles non plus. Bon, c'est ce dilemme, j'ai été pris là-dedans un petit peu, à ma façon, toujours un peu marginal, à ma façon de fureter dans les limites, hein? Comme je l'avais un peu toujours fait, et comme ma propre posture dans le monde, de fils d'ouvrier dans un milieu bourgeois, m'avait obligé à faire mon corps défendant, sans le savoir, pendant toute mon adolescence, et qui s'est continué pendant toute ma carrière, et que je continue toujours avec beaucoup de plaisir maintenant, avec même une certaine jouissance parfois, parce que, bien sûr, hein, on fait toujours son beurre quelque part avec les matériaux qu'on a sous la main. Alors, les questions d'épistémologie, les questions de rapport à l'analyse, à la psychanalyse, viennent foncièrement de ces petites expériences limitrophes, sans grande prétention, mais qui vont s'explorer à travers ces terrains, ces divers terrains. Ça va être la même chose avec des questions comme la pénitence, donc en solidarité, mais cette fois-ci avec des gens qui étaient des responsables de diocèse, qui étaient des évêques, qui étaient des gens très engagés dans la structure ecclésiastique, ce qui n'était pas mon cas, hein? Et où j'arrivais un peu avec le statut de sociologue de service, tu sais, dont ils attendaient une sorte de savoir, mais à ma façon propre, j'ai tenté de pervertir ce qui était l'objet de leur désir. Oui, je pense qu'on peut se permettre ça. Hein? C'est toujours une question de... Je reviendrai. Ça renvoie toujours au désir du sujet, quelque part. Tu sais. Et devant ce désir du sujet, il n'y a pas d'autorité qui tienne. Hein? Il n'y a pas d'autorisation externe qui tienne. On ne s'autorise jamais que de soi-même. Hein? C'est un des enseignements de Lacan, notamment, hein, que l'analyste ne s'autorise jamais que de lui-même. Ben oui, je regrette, là, mais il n'y a aucune autorité qui peut statuer que celui-ci est un nataliste, celui-ci ne l'est pas. Sinon, celui qui porte ce désir de laisser émerger, à travers le discours de l'autre, quelque chose qui est de l'ordre du désir de l'autre.
dont il ne sait rien et dont il ne saura éventuellement jamais rien. Hein? Il va s'en faire un cinéma, évidemment. Il va écrire des livres, il va mettre du beurre sur son pain, il va obtenir des grades universitaires. C'est de la pacotille. Essentiellement, il se passe quelque chose sur le divan qui est de l'ordre d'un défilé du signifiant, encore une expression lacanienne, un défilé du signifiant qui fait qu'un sujet est en travail de réappropriation de quelque chose, soit qu'il a perdu, qu'il a le sentiment d'avoir perdu, quelle qu'en soit l'objectivité, ou qu'il a le sentiment de lui échapper, quelque chose qui lui échappe. Hein? Et qui est ce rapport au désir. Ce rapport au désir que Spinoza, depuis un certain siècle, a théorisé déjà en disant que c'est ce qui est le plus fondamental de l'humain, hein, et qui consiste à persévérer dans l'être. C'est-à-dire à persévérer, et moi quand je traduis ça, je dis à persévérer dans l'incertitude, à persévérer dans l'indéfini du sens, à persévérer dans une trajectoire qui est ni bon ni mauvais, qui est ce risque pris avec la vie, un risque à prendre constamment et continuellement, et un risque qui ne peut pas être pris sans solidarité avec d'autres marcheurs, d'autres itinérants. Vous voyez venir certains de mes thèmes, qui sont aussi des thèmes, des grands thèmes de la mystique, hein, la marche notamment, le marcheur chérubinique. J'avais le livre, je l'ai serré, de Angelus Silesius. Je l'ai rangé quelque part, mais ne me demandez pas où. Ce marcheur chérubinique, n'est-ce pas, qui est constamment en train d'avancer, mais sans posséder de savoir sur le lieu où il va, c'est-à-dire en étant obligé de faire confiance à chacun des pas qu'il fait et revenir, les réévaluer, élaborer à partir de là ce que j'ai appelé plus tard, j'ai appelé à un moment donné des itinéraires de sens, on y reviendra, des itinéraires de sens qui rendent compte du chemin qu'il a déjà parcouru et qui lui permettent de percevoir qu'il y a un sens, qui lui permettent d'inventer qu'il y a un sens là-dedans, d'accepter qu'il y a un sens là-dedans, donc d'accepter de vivre. C'est quand même pas rien, là. Et c'est en train de devenir un problème contemporain extrêmement important, à mon sens. Alors, on court-circuite un petit peu, là, les choses, mais, encore une fois, vous voyez que je parle du terrain. Les années 65 à 75, qui ont été, pour moi, des expériences de recherche empirique, très empirique, hein, de terrain, très phénoménologique, sans véritablement poser carrément ces questions de sens que je viens d'évoquer. Elles étaient en avant de moi, loin, je ne les voyais pas encore, mais elles étaient là quand même qui travaillaient. Alors, de là l'importance. D'autres expériences de terrain, ben oui, à travers l'observation de certaines pratiques sacramentelles ou l'observation simplement des pratiques rituelles, des pratiques dominicales, par exemple. Et quand je dis des pratiques sacramentelles, des pratiques de certains regroupements des communautés à travers ce qui reste des communautés naturelles dans les sociétés modernes, des communautés familiales, disons, mais qu'on trouve par exemple lors des funérailles ou lors des mariages. Alors là, c'est intéressant parce qu'il y avait un discours qui sautait aux yeux, pour peu qu'on l'observe un peu, un discours notamment du clergé qui consistait à dire « Voici, nous souhaitons la bienvenue en tant que baptisés, membres de la communauté chrétienne, à des gens qui n'en avaient rien à foutre. Hein? » Qui étaient là simplement parce que la sœur de la belle-sœur se mariait, hein? Puis ils avaient sorti leurs habits du dimanche pour participer à ça et aller à la noce après, éventuellement. Hein? Trois mariages, un enseignement et un enterrement, le film britannique, là, c'est remarquable là-dessus. Ben, ils n'en avaient rien à foutre de ce discours sur la communauté chrétienne, sur la foi et tout ça. Mais ils étaient là, au fond, comme résidus d'une communauté naturelle qui ne se rencontrait jamais, sauf à ces occasions-là. Hein? J'en ai encore fait l'expérience il y a 15 jours à l'occasion des funérailles d'un cousin qui est octogénaire, où j'ai rencontré mes propres cousins que je
que je vois seulement désormais aux funérailles. On s'aime bien, on est toujours content de se retrouver. Mais on ne se rend compte qu'à ces occasions-là. Et j'ai appris d'une de mes petites cousines qui avait été enseignante, qui a 83 ans maintenant, mais qui a été enseignante dans les années 50, j'imagine, dans une école rurale, qu'elle avait parmi ses élèves, je ne dirais pas la paroisse, l'endroit en question, mais je la crois très bien, qu'elle avait parmi ses élèves 2 enfants à l'élémentaire qui ne parlaient pas. Et elle s'était rendu compte que dans leur famille, on ne parlait pas, on ne faisait que grogner et crier. Et donc, il n'y avait pas accès au langage. Et ça, c'est pas dans une paroisse d'arrière-pays, là. C'est dans une paroisse de bord du fleuve, très prospère. Aujourd'hui, très industrialisée, d'ailleurs. Et ça fait pas une éternité, c'est dans les années 50. Et elle me disait ça en se vantant, parce qu'on parlait d'éducation et des difficultés autour de la table avec les enfants problèmes. On disait, moi, les enfants problèmes, j'ai pas de problème avec ça. J'ai jamais eu de problème avec ça. Regarde, j'en ai eu qui ne parlaient même pas. Et c'est une réalité. Évidemment, ça relativise un certain nombre de questions qu'on se pose aujourd'hui aussi, qui sont des questions permanentes dans le travail d'éducateur, qui, évidemment, devant des situations comme celle-là, ne peut, lui non plus, ne s'autoriser que de lui-même. Parce qu'elle, ce qu'elle était en train de me dire, c'est que gérer ça à ma façon. Et sa façon était remarquable, parce que c'est une fille qui avait fait beaucoup de scoutisme, qui avait elle-même été chef louveteau, elle fait s'occuper de meute, comme on disait, de louveteau, à l'époque, qui était adolescente, et je me souviens d'elle quand elle était adolescente, qui était une très belle jeune fille, en uniforme de louveteau, qui était assez impressionnante. Moi, je devais avoir 7-8 ans de moins qu'elle. Elle avait géré ça avec ses aptitudes acquises dans le scoutisme. Et il y était arrivé, quoi.